la vérité, rien que la vérité, toute la vérité sur le régime cétogène. Aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo du docteur Alouche sur ses vérités à lui sur le régime cétogène. J'ai pas regardé la vidéo avant, donc je connais pas l'exactitude des propos et je vous propose d'y réagir au fur et à mesure pour peut-être détricoter certaines choses qui seront dites. Allez, go, c'est parti. Voilà, on a un auditeur qui s'appelle Thomas Vallot qui m'a tanné pour qu'on parle de son régime cétogène. Donc cette émission lui est dédiée. De quoi parle-t-on quand on parle de ce fameux régime cétogène qui a quand même... Il y a beaucoup de livres d'ailleurs qui lui sont consacrés, beaucoup d'articles, beaucoup de gens qui disent j'ai fait mon régime cétogène, des stars, tout ça. C'est quoi un régime cétogène? Ça a été beaucoup popularisé par Hollywood, particulièrement par Alberi. Alberi, ouais. Alberi qui utilisait ce régime. En fait, le régime cétogène est un régime très ancien. Il a été mis au point par la Mayo Clinic il y a à peu près un siècle. Par la Mayo Clinic. La Mayo Clinic, Alors, ce qu'il dit est très juste. Il a été théorisé il y a assez longtemps dans le cadre du traitement de l'épilepsie chez les enfants. Mais somme toute, la base entre guillemets cétogène, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien que ça, puisque c'est une manière de s'alimenter qui date de plus ou moins 2 à 3 millions d'années, en tout cas 2,5 millions d'années, avec une source principale d'énergie qui sont les protéines, et les protéines grasses. C'est-à-dire qu'avant, quand on était, entre guillemets, on dit chasseur-cueilleur, on ne mangeait pas que les parties maigres de viande, mais toutes les parties, notamment les parties grasses et la graisse. Donc, la théorisation, oui, c'est entre guillemets relativement récent sur l'échelle de l'histoire humaine. La composition de la manière dont on mange, ça c'est plutôt assez ancien. On trouvera des sources divergentes, notamment sur l'histoire de l'alimentation humaine. Il y a beaucoup de théories qui divergent et de recherches qui divergent, mais il y a beaucoup de choses qui convergent quand même sur le fait qu'on ait mangé à majorité des protéines, mais je ne vais pas le développer ici, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, parce que c'est somme toute intéressant. Mayo Clinic, en fait, c'est la star des avancées en nutrition aux États-Unis. Et cette Mayo Clinic, il y a un siècle, mis au point ce régime, au départ, pour éviter les convulsions chez les enfants atteints d'épilepsie. Voilà. Voilà. Donc en fait, c'était au début un régime thérapeutique. Il faut dire aussi que c'est le régime quasiment quotidien des Inuits, des Indiens Inuits. Pour diminuer les convulsions chez les épileptiques. Voilà, exactement, pour diminuer les convulsions, parce que... Donc comme il le dit, il y a certaines populations qui sont de facto, de par les ressources disponibles qu'elles ont localement, elles font entre guillemets, une alimentation, une hygiène de vie cétogène du fait de la disponibilité des ressources sur place. Dans cétogène, il y a céto, les corps cétoniques, qui sont les produits de dégradation. Je vais un peu expliquer comment ça marche. Et en fait, le cerveau aime bien les corps cétoniques et ils ont un côté apaisant pour les neurones de notre cerveau. Alors donc, ce régime est venu très à la mode parce que il est vrai, il est très efficace pour perdre du poids. Donc ça c'est vrai, parce que là, ça, c'est vrai. Souvent on pose la question, est-ce qu'il est plus efficace que d'autres régimes pour perdre rapidement du poids? Voilà, il est efficace, mais rappelez-vous que nous sommes des omnivores. C'est-à-dire que ce qui a fait que l'homme aujourd'hui règne sur la... Alors, juste un petit point, oui, il est efficace pour perdre du poids. Rapidement, probablement, mais c'est pas ça l'intérêt de rentrer dans une hygiène de vie cétogène. C'est pas de perdre vite, parce que c'est pas qu'on perde vite ou plus lentement, c'est pas ça qui assure qu'on va avoir des résultats durables. Ce qui assure qu'on ait des résultats durables, c'est qu'on comprenne comment ça fonctionne, qu'on puisse apprendre à se connaître soi-même, comment on fonctionne avec la nourriture, et qu'on puisse comprendre aussi ce qui, jusqu'à un certain âge, si on a galéré à perdre du poids toute sa vie, ou une partie de sa vie, qu'on puisse vraiment comprendre ce qui a fait qu'on est resté bloqué. Okay, donc la
l'alimentation cétogène, l'hygiène de vie cétogène, je dirais qu'il y a des études qui montrent que c'est efficace pour perdre plus vite, mais c'est pas ça qui est intéressant dedans. C'est la manière dont on va perdre du poids qui est intéressante, c'est-à-dire sans avoir faim, avec des aliments qui vont avoir du goût, parce que pour tous ceux qui ont fait dans leur vie, comme moi, des régimes hypocaloriques, ou alors des régimes avec très peu de gras, avec que de la viande maigre, vous savez à quel point, et des fois sans sel aussi, puisque souvent dans ces types d'alimentation, on va aussi mettre de côté le sel, ça n'a pas de goût, c'est un enfer à manger, tout ça pour pouvoir, oui, et peut-être de temps en temps, se manger un petit carré de chocolat sucré, mais c'est guère la seule chose qu'on gagne, et pour le reste, ça apporte pas beaucoup de bénéfices, parce que ça va potentiellement, si on n'est pas assez protéique, on va perdre de la masse musculaire, donc la perte de poids, elle n'est pas vraiment optimale. Ça peut aussi engendrer un moins bon fonctionnement hormonal, donc au-delà de la perte de muscle, ça peut aussi créer des petits symptômes de dépression. Quand on fait un gros régime hypocalorique, le moral finit par chuter. Donc ça, voilà, c'est surtout la manière dont on perd du poids qui est intéressante avec l'alimentation cétogène. J'ai probablement teasé des trucs que je vais redire plus tard, mais c'est aussi connu, en tout cas une alimentation cétogène bien faite, bien formulée, c'est aussi connu pour maintenir une bonne masse musculaire. Et ça, c'est très important. La Terre, c'est qu'il est capable de manger n'importe quoi. À partir du moment où vous vous opposez à cette capacité à être omnivore, c'est-à-dire à manger des sucres, des graisses, des protéines, à ce moment-là, vous allez transformer votre métabolisme, vous allez chercher des voies métaboliques qui ne sont pas celles que vous utilisez tous les jours. Et donc, vous allez un peu tordre votre métabolisme. C'est-à-dire que le régime cétogène, on peut le faire, mais il a quelques petits inconvénients. Je réagis sur ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vais réagir. Oui, on est des omnivores, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les recherches là-dessus sur l'histoire de l'alimentation humaine, il y a beaucoup d'hypothèses différentes. Vous allez avoir de tout. Ceux qui disent qu'on a été essentiellement végétarien, ceux qui, comme moi, ont la conviction qu'on était à majorité carné quand on en avait la possibilité. Je vais rapidement te dire pourquoi. Ce qui nous a pas permis de développer notre capacité cérébrale et toute la disponibilité de la place dans la boîte crânienne, c'est du fait que les muscles ici maxillaires ont grandement diminué. Ces muscles-là ont grandement diminué, ce qui a libéré de l'espace pour notre cerveau pour grossir. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un aspect anatomique qui a fait que on a libéré de la place dans le cerveau pour laisser le cerveau grossir. C'est pour ça qu'il est devenu si gros chez l'homme. La deuxième chose, c'est que c'est sur le plan rentabilité énergétique. Le fait d'avoir à majorité, vous prenez un herbivore, il est obligé de manger des quantités, vous prenez un 100% herbivore, un éléphant, une vache, un ruminant, il est obligé de manger des quantités astronomiques de végétaux pour en faire derrière des protéines et digérer les acides gras. Certains ont plusieurs estomacs et donc toute l'énergie, enfin une grosse partie de leur énergie de leur corps est concentrée dans leur estomac. Ce qui n'est pas le cas chez l'homme. L'homme, on s'est sans doute tourné vers une alimentation entre guillemets à majorité carnée quand on en avait la possibilité, par rentabilité énergétique, parce que ce qu'on a été capable de dégager comme énergie avec un petit morceau de protéines est incomparable avec ce qu'on aurait pu dégager comme énergie avec des végétaux, avec des quantités beaucoup plus importantes. Donc ça, c'est ce qui a fait que la taille de l'estomac s'est probablement réduite et que l'énergie, une grosse partie de l'énergie de notre fonctionnement global a été réallouée à notre cerveau. Donc c'est pour ça aussi que notre cerveau a largement grossi. Donc les muscles maxillaires qui ont diminué, qui ont laissé la place au cerveau. 2, la quantité d'énergie
qui a été alloué au cerveau. Donc ça, c'est des faisceaux d'indices qui montrent qu'on était essentiellement carné. La deuxième chose, c'est que sur l'omnivorisme, nous, on le voit de notre manière, de notre œil moderne. On va avoir dans notre assiette des protéines, des végétaux, des fruits, un laitage. Bref, on va avoir 5 à 6 aliments différents en même temps. Sauf qu'avant, ça ne marchait pas comme ça. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut revenir à l'âge de pierre et manger exactement comme avant, mais on peut quand même en tirer des enseignements, notamment qu'on ne mangeait pas tout en même temps. Donc, certainement, comme c'est le cas pour certaines tribus encore primaires, quand elles se déplacent pour chercher à manger, si elles tombent sur une ruche et du miel, elles vont déglinguer d'un coup, d'un seul, le miel. Ils vont s'en gaver et manger tout le miel d'un coup, ce qui va leur permettre d'emmagasiner de l'énergie pour poursuivre leur route et aller chasser. Si ils trouvent peut-être des fruits sur le chemin, ils vont peut-être manger des fruits, mais ils ne vont pas tout manger en même temps. Et puis le jour où ils vont chasser, eh bien, ils vont ramener la viande et manger cette viande. Donc oui, on est omnivore, mais on ne mangeait pas tout en même temps et on alternait certainement entre différentes phases métaboliques et on était notamment, sans doute souvent en cétose nutritionnelle lorsqu'on avait peu ou pas d'accès à des glucides. Donc dire que ça va être, parce que je pense que ça va être ça, ce qu'il va dire c'est que c'est un état métabolique stressant, c'est pas vrai et c'est d'autant plus pas vrai que nous, il faut le rappeler à chaque fois, que nous naissons en cétose. Le nourrisson, à sa naissance, il est en cétose nutritionnelle. Donc si c'était vraiment un carburant ou un état métabolique d'urgence, pourquoi est-ce qu'on est dans cet état ? Parfois des inconvénients majeurs. Il faut savoir que, et ça c'est vrai pratiquement de tous les aliments que vous pouvez consommer, à partir du moment où vous forcez sur une catégorie, vous savez qu'il y a 3 grandes catégories. Les glucides qui sont les sucres, qu'ils soient simples ou complexes. Les sucres simples, c'est le sucre en poudre. Les sucres complexes, c'est les amidons et les légumineuses. Après, vous avez... Ceux qu'on ne voit pas, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Après, vous avez les protéines. Protéines, c'est le poisson, les œufs, la viande. C'est assez simple à comprendre. Et puis ensuite, vous avez les lipides qui sont les graisses. Et dans les graisses, vous avez les graisses saturées et les graisses insaturées. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Ça, c'est important. Alors, il y a des recommandations. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut manger tant de lipides, tant de glucides. Voilà. Aujourd'hui, la doxa, la doctrine, en gros, c'est 55% de glucides. With AI, you can create any character you want in seconds. Petite pub. This used to require huge Hollywood budgets, complex software, c'est à peu près 15 à 20% de protéines et c'est en gros 25 à 30% de lipides. Voilà, ça c'est 25% de lipides en gros. Donc ça c'est la doctrine. Le problème quand on dit ça, c'est qu'on ne dit pas quel type de glucides. Ce serait trop simple en fait. Le problème c'est que la nutrition, et vous le savez très bien depuis que nous faisons ces émissions, dès qu'on rentre dans le détail, on s'aperçoit que c'est très complexe. Pourquoi ? Les glucides, vous avez des glucides qui sont dits simples et qui vont être sur ce plan-là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Absorbés très vite, ça se comprend. Et puis des glucides complexes. Mais les glucides complexes, c'est l'amidon. L'amidon, qu'est-ce que c'est ? C'est une succession de glucides qui sont attachés. Et lorsque vous les avalez, votre estomac va les découper et ça va redonner du sucre simple. Mais la vitesse à laquelle on découpe va déterminer la vitesse à laquelle on va les assimiler et la vitesse et la puissance d'une hormone qui s'appelle l'insuline, qui est une hormone absolument toute puissante et qui, elle, a des conséquences si elle est trop sécrétée ou pas assez bien sécrétée. Donc, vous voyez, ça, c'est ne serait-ce que pour les glucides. Dans les lipides, vous avez les graisses saturées, comme l'huile de palme. Ce qui est important de dire aussi sur les glucides, c'est que oui, il y a des vitesses différentes d'absorption, mais il y a aussi, surtout, ce qui est important à la fin, c'est la charge glycémique. Donc, si, somme toute, vous mangez, on prend l'équivalent de 300 grammes de glucides, vous le mangez sous forme de sucre simple, versus vous le mangez avec des sucres complexes, des glucides complexes, bien sûr que l'absorption va être différente.
vous allez faire un beaucoup plus gros pic glycémique avec du sucre simple. Vous allez sans doute avoir un très gros crash et faim beaucoup plus rapidement. Ça, c'est vrai. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la charge glycémique. Ce qui veut dire qu'à la fin, si vous avez mangé 300 grammes de glucides, que ce soit, vaut mieux bien sûr les manger avec des sucres complexes, avec des glucides complexes, qui vont être du temps à être découpés et assimilés. Mais ça vous fait quand même 300. Vous avez une charge glycémique de 300 grammes à la fin, ce qui vous a demandé pratiquement autant d'unités d'insuline pour être absorbées. Et il y a ces unités d'insuline qui vont être importantes en fait dans la manière dont vous allez stocker. Puisqu'on le sait, l'insuline c'est une hormone anabolisante, mais c'était aussi une hormone de stockage. Et pour ceux qui ont des difficultés à perdre du poids, cette hormone, il faut y faire attention. En tout cas, quand vous commencez à galérer à perdre du poids, si vous avez été comme moi, par exemple, gros petit, c'est que vous avez déjà eu des signes de résistance à l'insuline très tôt. Puis si vous avez été en surpoids après, à l'âge adulte, et que vous avez galéré à perdre du poids, eh bien, il va falloir commencer à faire attention à cette hormone, parce que si vous n'êtes pas arrivé à perdre du poids avec la restriction calorique et même l'équilibre, le sacro-saint équilibre alimentaire en gardant 50% de votre alimentation, de votre total calorique sous forme de glucides, eh bien ça veut sans doute dire que vous sécrétez trop d'insuline. Et pourquoi cette insuline elle est entre guillemets embêtante quand on la sursollicite? Eh bien c'est que elle va stocker l'excès de sucre, qui va être, puisque quand vous mangez même des glucides complexes, ça finit en sucre ou en glucose, tout ça va être stocké, l'excès va être stocké dans vos cellules. Et le problème aussi de l'insuline, c'est qu'elle inhibe une enzyme qui permet de déstocker votre graisse. Et ça, c'est embêtant, parce que si vous sécrétez trop d'insuline, de l'autre côté, vous fermez la porte pour brûler vos graisses, accéder à vos sources de graisse pour fournir de l'énergie. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui peut être embêtant. Et en tout cas, ça l'est pour les personnes qui n'arrivent plus à perdre du poids, même en ayant une alimentation équilibrée, même en faisant de la restriction calorique. Alors, bien sûr, c'est multifactoriel. Il y a le stress, il y a le sommeil, il y a l'environnement, l'exposition au soleil. Mais somme toute, il y a quand même cette histoire d'insuline. Et le problème, c'est que lorsqu'on avance dans l'âge, eh bien, pour la même quantité de glucides, le corps est obligé de fabriquer plus d'insuline parce que nos cellules y deviennent résistantes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, moi je m'entretiens avec beaucoup de gens dans le cadre de mes coachings, de perte de poids et de remise en forme, mais je parle aussi à d'autres gens, pas forcément ceux qui sont dans mes coachings, qui disent que plus ils avancent dans l'âge, plus ils galèrent à perdre du poids. Donc il y a une notion de métabolisme qui diminue un peu, mais il y a aussi cette notion de résistance à l'insuline qui augmente. C'est-à-dire qu'à quantité d'alimentation égale, même si on fait attention, ça devient de plus en plus dur de perdre du poids. Et les graisses insaturées, comme l'huile de tournesol et l'huile de colza. Mais je viens de dire tournesol, colza, vous dites c'est insaturé, c'est très bien. Malheureusement, la Et alors olive, parce que et olive. Alors, je vois que monsieur connaît. Alors, dans les graisses insaturées, donc celles qui sont dites bonnes pour la santé, vous avez les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9. Les oméga 9, c'est ce qu'on appelle les monoinsaturés, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive est une très bonne graisse, est une très bonne huile à consommer quand même avec modération. C'est pas parce que c'est bon qu'il faut en prendre beaucoup. Ensuite, vous avez les oméga 3 qu'on trouve dans le lin, par exemple, dans le colza, mais surtout chez les animaux comme les sardines, les poissons. En fait, Je fais une petite précision sur les oméga 3. On va pouvoir les trouver aussi dans de la viande rouge et spécifiquement dans les viandes qui ont été exclusivement nourries à l'herbe et en pâturage. C'est-à-dire qui n'ont pas été engraissées au tourteau de colza ou avec du glucide. Donc 100% nourries à l'herbe. Sur ces animaux-là, on va avoir un profil lipidique intéressant et très équilibré en oméga 6, oméga 3. Ça ne va pas être la source principale, c'est la source principale, les plus riches, c'est ce qu'il vient de citer, notamment les produits animaux, les poissons gras, saumon,
sardines, maquereaux qui vont être très intéressants pour ça. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est cet équilibre oméga 6, oméga 3 qu'il faut garder. Si on mange des viandes qui sont blindées d'oméga 6, qui sont nourries qu'aux glucides et aux tourteaux de colza, elles vont être blindées d'oméga 6. Si on mange des meilleures sources, elles vont être beaucoup plus équilibrées. Et donc ça va être très intéressant puisque ça va quand même aussi apporter un profil équilibré en lipides. Les poissons gras. Les poissons gras sont des acides gras connus pour être anti-inflammatoires et connus même pour être extrêmement favorables au cerveau. On dit même que à l'époque, aux époques vraiment anciennes, l'intelligence est née autour des lacs et autour des rivières et autour sur les côtes. Parce que le fait de manger du poisson et des oméga 3 a permis un développement harmonieux de notre cerveau. C'est en ça que le poisson est très bon. Et puis, les oméga 6, ce sont des acides gras insaturés. Vous allez me dire, mais Réginald, c'est bon pour la santé. Oui, malheureusement, c'est un peu inflammatoire. Donc, vous voyez que si vous en consommez trop, vous avez des inflammations. Donc, vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Donc, tout à fait. C'est pas, les oméga 6 ne sont pas à jeter, hein. Il en faut. Il faut un équilibre entre oméga 6 et oméga 3. Mais dans l'alimentation moderne, c'est blindé d'oméga 6. Il y en a partout, notamment dans les produits transformés, mais aussi dans des viandes qui vont avoir une très mauvaise alimentation. Donc les viandes de pied de qualité qui vont être nourries essentiellement au tourteau de colza, avec des glucides, avec du grain, hein, nourri au grain, comme on dit, comme le canard par exemple, qui est nourri au grain. C'est pour ça alors c'est très bon, hein, le canard, mais c'est nourri au grain. C'est une viande, entre guillemets, malheureusement, malade. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut consommer très, très souvent. Donc, outre mesure, les oméga 6, il ne faut pas les jeter. C'est juste qu'il faut en apporter beaucoup moins, puisqu'on est sur des ratios aujourd'hui, en tout cas en France, de pratiquement 20 pour 1. Ce qui est beaucoup, alors qu'il nous en faudrait 4 à 3 pour 1. Donc 3 oméga 6 pour 1 oméga 3. Le régime cétogène, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, si vous forcez, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire, je réduis les sucres à leur plus simple expression. Alors, c'est-à-dire, réduire les sucres jusqu'à combien ? What happens if my dad starts Tai Chi tomorrow? How old is your father? L'idéal, c'est jusqu'à 0. C'est-à-dire tout ce qui contient des sucres est abandonné. Tous les sucres. Tous les sucres. C'est-à-dire les sucres simples et les sucres complexes. Donc du riz, on ne peut pas en manger, par exemple. Pas de riz, pas de féculents, pas de légumineuses, pas de pain, tout ce qui concerne les sucres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On met l'organisme dans un... L'organisme humain est merveilleux. Il a tous les outils pour pouvoir survivre, puisque c'est ça le but de l'humain, et c'est pour ça que l'homme règne sur la Terre, c'est qu'il a une capacité de survie absolument extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait ? Vous lui enlevez les graisses, vous lui enlevez les sucres, il va faire du sucre, parce que le seul carburant de l'organisme, ce qui nourrit le cerveau, par exemple, le cerveau et les muscles, c'est le glucose. Le glucose, il vient principalement des sucres, mais il vient aussi, on peut le faire. Bon, je pense que c'est somme toute difficile d'avoir un discours tout le temps ultra cohérent, surtout quand on en est interrogé. Mais il disait en début de vidéo que le cerveau pouvait utiliser des cétones. Donc non, le corps et les muscles n'utilisent pas que du glucose. Ils peuvent utiliser d'autres substrats énergétiques comme les cétones. Le seul truc, c'est que oui, le cerveau, il a besoin d'une base résiduelle de 20 à 30% de glucose. Ça, c'est quelque chose qu'il est obligé d'avoir. Mais cette base résiduelle, elle est fournie par le corps lui-même. C'est-à-dire que même en apportant zéro sucre et même zéro glucide, vous allez avoir une glycémie qui ne sera pas à zéro. Vous allez avoir si vous prenez, par exemple, moi, ce qui est mon cas, je le fais de temps en temps, par recherche personnelle, de prendre ma glycémie et ma cétonémie en mangeant très peu de glucides, environ, moi je suis à 30-40 grammes par jour, ça dépend. Je vais avoir des glycémies des fois entre 0,75 et 0,80. Donc il y a une glycémie qui est maintenue à un niveau qui est normalisé. Et cette glycémie, elle est maintenue par le corps lui-même. Parce qu'on a des hormones qui nous permettent, l'insuline, elle permet de faire chuter le glucose, le taux de sucre dans le sang. Mais on a 4 autres hormones qui permettent de la faire augmenter. Et ce, de manière indépendante avec les apports exogènes
en sucre ou glucides qu'on va faire, c'est-à-dire ce qu'on va manger. Donc le corps peut utiliser d'autres substrats énergétiques, notamment les graisses. Dans le triglycéride, par exemple, qu'on va manger avec les graisses saturées, on peut décomposer et il y a une molécule de glycérol dedans. Donc non, c'est pas la source, l'unique source de carburant du corps n'est pas le glucose. Ça, c'est pas tout à fait exact. Quand on n'en a pas, on peut le faire à partir des protéines et on peut le faire aussi à partir des graisses. Et donc, qu'est-ce que va faire l'organisme ? Il dit, bon, d'accord, tu veux plus me donner de sucre que je puisse assimiler directement ? Je vais le faire à partir de ce que tu me donnes, c'est-à-dire des graisses, principalement dans le régime cétogène, puisqu'on augmente significativement tout ce qui est gras. Mais il faut bien comprendre que pour être en cétose, eh bien, il faut supprimer vraiment tous les sucres. Et c'est là où il faut quand même, il faut que les gens prennent des précautions. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose qu'on oublie, et lorsque vous allez voir sur les sites tout ce qui se dit sur les cétogènes, j'ai été frappé par l'absence d'une chose. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une lipotoxicité, c'est-à-dire que les lipides, à grosse dose, peuvent être toxiques. Donc il faut bien comprendre que ce sont des régimes qui s'adressent à des gens... C'est-à-dire si je comprends bien, c'est qu'on ne peut pas manger autant de gras qu'on voudrait. Non, parce que à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les graisses peuvent empêcher, par exemple, une bonne utilisation de l'insuline. On connaît l'impact des lipides et de leur toxicité chez les gens déjà qui sont limites vis-à-vis du diabète. Et donc, cette lipotoxicité va augmenter les risques d'avoir un prédiabète, voire un diabète de type 2. Donc, il est extrêmement important de bien savoir qui on est. Alors, il faudrait voir dans quel cadre il dit ça. Est-ce que c'est pour des personnes qui ont une altération métabolique, peut-être une absence de sécrétion biliaire, peut-être un pancréas déjà dysfonctionnel, peut-être un foie dysfonctionnel. Sinon, à ce stade-là, je ne vois pas dans quel cadre cette lipotoxicité existe, mis à part une consommation déraisonnée d'acides gras et une consommation d'acides gras non adaptés. Notamment, par exemple, si vous faites ce qu'on voit des fois, une alimentation cétogène avec de la mayonnaise et du beurre de cacahuète et des viandes qui vont être transformées. Mais sinon, j'ai pas, je sais pas s'il y a une référence scientifique en dessous. J'aurais pas le temps de l'aborder là, mais non, il n'y a pas. On va voir ce qu'il dit par rapport à ça. Quand on fait un régime, il y a deux façons de le faire. Parce que alors là, ce que vous dites est intéressant, parce que sur certains sites, vous lisez que le régime cétogène est bon pour les diabétiques de type 2. Alors, ça, c'est une information qui circule. Ça serait, parce que comme justement on prive l'organisme de sucre, eh bien... oui, mais c'est trop facile. C'est-à-dire que... si Donc vous dites que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai pour une bonne raison, c'est que il faut absolument savoir dans quel état on est. Si on est en bonne forme, écoutez, je vais encore plus simplifier. Dans le cadre des régimes, on se casse la tête à essayer de limiter l'entrée de ceci, l'entrée de cela, de favoriser celui-là, de défavoriser celui-là. Alors que la vraie clé, c'est de brûler les calories. Avant, nos grands-parents faisaient des bouillons avec les os, le cartilage, la peau. Nous, aujourd'hui, on mange quoi ? Du blanc de poulet sous vide. C'est-à-dire que si on mettait autant d'énergie à s'organiser pour faire de l'activité physique que de l'énergie qu'on peut mettre devant... C'est pas tout à fait clair. Il a un peu esquivé la question par rapport au diabète de type 2. Moi, je suis pas là pour promettre des guérisons de quoi que ce soit. En tout cas, la science est assez claire à ce sujet lorsque l'alimentation cétogène est bien faite et bien encadrée et surtout bien suivie, que c'est très efficace pour inverser les diabètes de type 2. Donc, que ce soit clair, moi je ne suis pas en train de dire que c'est ce que je fais, je dis que c'est utilisé
et que notamment vous avez des boîtes comme Virta Health aux États-Unis qui inversent massivement des diabètes de type 2 avec une alimentation cétogène. Je crois qu'il y a une clinique en France qui s'appelle la clinique Riversa. Il y a beaucoup de science à ce sujet. Et je trouve, c'est un petit peu curieux là, ce qui vient d'être dit. Donc à prendre avec des pincettes. Je sais pas pourquoi il a esquivé ce truc-là. Après, la vidéo est assez ancienne. Peut-être que sa posture a changé aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de vidéo plus récente. J'aurais aimé avoir une réaction plus récente du docteur Alouche, parce qu'il a peut-être changé d'avis à ce sujet depuis. Là, il a abordé ensuite la notion de calories. Et c'est là où c'est problématique. C'est que oui, il y a toujours une notion de calories entrantes, calories sortantes, mais elle n'est absolument pas prépondérante dans la manière, dans l'efficacité de notre perte de poids. Pourquoi ? Rappelez-vous de notre fameuse insuline et de notre charge glycémique. Si vous mangez 2000 calories d'aliments avec une très forte charge glycémique, vous allez sécréter beaucoup d'insuline, donc vous allez probablement beaucoup stocker. Et pour arriver à perdre du poids, vous allez devoir compter sur des quantités massives de sport. Je ne vais pas m'attarder sur ce point-là pour le sport parce que j'ai fait une vidéo justement qui explique pourquoi le sport et dans quel cadre le sport peut être contre-productif. Donc je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais j'explique pourquoi. Je vous invite à la regarder si vous êtes intéressé. Pourquoi et dans quel cadre ça peut être contre-productif. Tout simplement parce que ça peut mener le sport intensif selon l'âge auquel on démarre, ça peut mener à de l'abandon. Et ne reposer sa stratégie de perte de poids que sur ça, c'est voué à l'échec parce que notre capacité à tenir un volume de sport de manière linéaire est très limitée. Les paramètres de santé, de forme changent, les paramètres de temps, donc notre emploi du temps, il est amené à changer au cours de l'année et on ne peut jamais garder exactement le même niveau sportif toute l'année. Donc ne reposer que sur ça, que sur cet équilibre calorique, c'est voué à l'échec. Et donc je reviens sur mes calories entrantes, calories sortantes. Si vous mangez 2000 calories de Nutella, ça ne sera absolument pas la même chose que si vous mangez, par exemple, 2000 calories. Vous prenez un bœuf entier avec tous les morceaux que ça contient et vous mangez 2000 calories par jour de bœuf avec tous les éléments que contient ce bœuf. C'est-à-dire pas que la viande maigre, le gras, les organes, la viande musculaire, la viande, la queue de bœuf, enfin tous les éléments. Ça ne sera absolument pas le même impact métabolique. Et dans un cas, vous serez peut-être, entre guillemets, en déficit calorique et dans l'autre pas. Pourtant, vous êtes à calories égales. La deuxième chose, c'est qu'on brûle tous différemment. On dégage tous une quantité différente d'énergie en fonction d'un aliment. Si on voulait connaître la quantité exacte d'énergie qu'on brûle pour chaque aliment, il faudrait être millionnaire, voire milliardaire, pour faire tous ces tests en labo, ce qui n'est pas possible. Donc, cette thèse de calories entrantes et sortantes, elle peut être vraie dans un cadre où notre alimentation, elle est métaboliquement adaptée pour nous, c'est-à-dire qu'elle ne génère plus de stockage. Là, éventuellement, on peut commencer à regarder le niveau calorique qui va nous permettre de perdre un peu de poids. Mais ça ne sera jamais exact, puisqu'en fonction de ce que vous mangez, l'impact sera différent. Il faudrait manger le même aliment tous les jours pour la totalité calorique pour vraiment avoir une certitude qu'il nous faut X calories de cet aliment pour perdre du poids. Voilà, donc oui, il faut créer un déficit calorique, mais c'est quasiment impossible de le connaître. La meilleure manière de trouver, entre guillemets, ce déficit calorique, c'est d'avoir une alimentation qui évite un stockage massif, 2, qui évite
une dysfonction métabolique, et la dysfonction métabolique, elle va venir d'un excès d'insuline, puisque quand on a une insulinémie trop haute, ça provoque en cascade plusieurs désordres métaboliques. Pour ça, vous pouvez vous référer au diabète de type 2. Quand vous prenez les conséquences finales d'un diabète de type 2, vous voyez tout ce que l'excès d'insulinémie a touché dans le corps, toutes les fonctions qui sont touchées dans le corps. Donc, non, ce n'est pas qu'une question de calories entrantes, calories sortantes. Internet pour essayer de trouver le miracle, le régime miracle, à mon avis, les choses iraient beaucoup mieux. C'est ça le problème. C'est qu'au fond, je suis désolé de le dire, pour nos auditeurs et nos auditrices, nous avons entre 65% et 80% de muscles. Et je ne connais pas une seule entreprise qui ne fait pas travailler 65 ou 80% de ses employés qui aillent très très bien. Bon, après, encore une fois, là où je suis d'accord, c'est que c'est important d'avoir une activité musculaire, puisque de toutes les manières, c'est quelque chose qui va permettre d'améliorer votre niveau métabolisme, de métabolisme, donc votre consommation d'énergie au repos. C'est quelque chose qui va vous permettre de mieux faire fonctionner, il y a des tas de bénéfices pour le sport, de mieux faire fonctionner vos mitochondries, de mieux utiliser les substrats énergétiques. Ça vous permet d'être capable aussi, si vous devez porter quelque chose, si vous devez courir pour vous soulever, ça permet plein de choses, et ça permet aussi une assurance vie. Je ne le développerai pas là maintenant, j'en ferai certainement aussi une autre vidéo, parce que ça c'est un sujet qui est intéressant à aborder, mais avoir une masse musculaire, ou en tout cas prévenir la fonte musculaire, ça permet de vivre plus longtemps, et de pouvoir mieux récupérer en cas de chute. Ça va protéger les os, et ça va, quand on vieillit, si on voit souvent des chutes chez les personnes âgées, en cas de chute, ça permet de survivre, tout simplement. Ça permet de survivre. Donc on est confronté à un vrai problème. Alors c'est facile ce que je dis, parce que quand on vit dans une ville comme Paris ou sa région, pour faire de l'exercice, il faut vraiment en vouloir. Là, ils nous ont mis en marche pendant un petit mois, depuis un petit mois. Oui, ils nous ont mis en marche dans une atmosphère assez polluée, avec beaucoup de stress, à courir, à faire des efforts. Je veux dire, c'est pas comme ça l'activité physique. L'activité physique, il faut que ce soit un plaisir. C'est déjà pas un plaisir de se dire, allez, je prends mon sac, j'y vais. Mais si en plus c'est pour aller au travail et de se dire, je vais me faire engueuler si j'arrive un quart d'heure après, c'est pas de l'activité physique, ça c'est que du stress. Donc il faut vraiment que nos urbanistes, on va être en campagne municipale, c'est un appel que je lance à nos futurs maires. C'est faites quelque chose pour que ce ne soit pas les médecins qui poussent les gens à faire de l'activité physique. C'est quand même un paradoxe. Nos enfants, nos lycéens, nos parents, même les personnes âgées, il faut faire de l'activité physique. Un organisme qui ne fonctionne pas, qui ne bouge pas, est un organisme qui ne va pas. Souvenez-vous, sur ces ondes, j'avais parlé du système lymphatique, dont personne ne parle. Je vous rappelle ce que c'est, le système lymphatique. On a des artères pour amener du sang oxygéné, pour oxygéner nos organes, et on a des veines pour amener le sang vicié qui va être renouvelé quand il passe dans les poumons. Très bien, tout ça est très bien et beau. Mais on a un troisième système qui est le système lymphatique. Lymphatique, ça veut dire quoi? C'est que c'est le système des éboueurs de votre organisme. Il prend tout ce qui est mauvais. Il y a des lymphocytes qui vont attaquer les bactéries éventuellement qui traînent, les toxiques. C'est même lui qui transporte les graisses qui viennent de l'intestin pour aller au foie. Ce système n'a pas de cœur, n'a pas de pompe. Sa seule pompe, c'est l'activité physique. Et c'est pour ça, après, je ris beaucoup quand je vois les articles disant alors, les gens qui font de l'activité physique ont moins d'infections que les autres. Les gens qui font de l'activité physique sont en meilleure santé et vivent plus vieux. C'est normal. Parce que quand on a un système lymphatique qui marche, parce que le seul système qui permet à la lymphe de monter et de circuler, c'est la contraction musculaire. Et quand nous avons été créés... C'est le fait de bouger, donc. Voilà. Bon, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo pour comprendre pourquoi et dans quel cadre le sport peut être contre-productif. Et vous verrez que dans cette vidéo, je ne vous dis pas de ne pas en faire, c'est juste de le faire de manière adaptée. Et il y a de nombreuses études aussi qui corrèlent le retard ou l'absence de mortalité corrélée à la force de préhension. C'est-à-dire que plus on a de force de préhension, de force,
moins on a de chances de mourir. Donc oui, ça reste quand même très important d'avoir une activité physique, surtout dans le monde dans lequel on vit, où voilà, peut-être comme moi, vous êtes assis une grosse partie de la journée, donc on doit compenser quand même cette posture assise, hein. Et d'ailleurs, cette posture assise prolongée qui augmente la résistance à l'insuline. Ça, c'est aussi bien établi par la science, c'est-à-dire que si on reste trop assis dans la journée, on va avoir une résistance à l'insuline, en tout cas sur l'instant où on est assis de manière prolongée. Donc il faut lutter contre ça, il faut lutter contre la posture voûtée en avant, mais on s'écarte du sujet. Voilà. Quand notre créateur nous a créés, il s'est dit de toute façon, j'ai mis tellement de muscles dans l'organisme que de toute façon le système lymphatique marchera. Mais notre créateur, il faut qu'il pense au fait qu'aujourd'hui, nous vivons dans des systèmes où on a oublié l'activité physique. Et donc, on en est effectivement tous à essayer de chercher le régime miracle qui va faire que, sans faire cette activité physique, ça c'est moi, il y a 7 ans. Donc j'avais les cheveux plus courts, je les ai laissés pousser. J'ai aussi laissé pousser un petit peu la moustache et le bouc. Ça c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que moi, il y a 7 ans, je gagnais plus qu'un médecin, un chirurgien, bon, c'est un peu la même chose, et un avocat et un pilote de ligne. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts. J'ai mis 1 an avant de gagner ce genre. Qui est une activité qui demande de l'énergie, eh bien on va pouvoir perdre du poids. Il n'y a pas 36 solutions pour perdre du poids. Il faut brûler les calories que nous avalons, et on en avale de plus en plus tous les jours. Donc ça, c'est le vrai problème. Alors maintenant, pour ceux, je vais revenir au régime cétogène parce qu'ils vont vous m'en Non, il a crié, il a poussé son cri. Non, j'ai pas poussé mon cri, mais son cri de début d'année. Je pense que pour faire un régime cétogène, il faut être en bonne forme. Déjà, donc ce qui veut dire que tout le monde ne doit pas se lancer dans un régime cétogène. J'ai même, quand on refait pour préparer vos émissions, j'ai même regardé un petit peu les utilisations autres et thérapeutiques. Par exemple, vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent du régime cétogène dans le traitement des cancers. Alors, je suis d'accord et pas d'accord. Comme je le disais avant, oui, une alimentation cétogène, faut peut-être y aller dessus avant d'avoir des organes qui dysfonctionnent. Donc, avant d'avoir un foie fibrosé qui ne va plus fonctionner, avant d'avoir des reins qui ne fonctionnent plus, avant d'avoir peut-être une ablation de... Et encore que, j'ai eu des clients que j'ai accompagnés qui n'avaient pas de vésicule biliaire et ça s'est bien passé sur ce type d'alimentation. Et surtout, il y a des gens qui ont un pancréas aussi qui ne va pas être forcément dysfonctionnel, mais c'est surtout foie, rein et des mutations génétiques ultra rares qui vont empêcher la bonne dégradation des acides gras. Mais ça, c'est rien à voir avec une alimentation cétogène, c'est pas ça qui le cause, on a déjà une mutation et un problème génétique à la base ultra rare. Sinon, il n'y a pas de contre-indication. Diabétique de type 1 peut-être, et encore que certains diabétiques de type 1 vont sur ce type d'alimentation, c'est eux qui le font. Parfois ils se font accompagner par des médecins pour le faire, mais certains ça peut fonctionner pour eux. Donc oui, il faut être en bonne forme et il faut éviter d'avoir attendu, de s'être explosé tous les organes, mais encore une fois, ces organes ils ne s'explosent pas par le Saint-Esprit, ils s'explosent notamment par une alimentation qui est beaucoup trop chargée en glucides, qui va faire parfois une glycémie trop haute, mais en tout cas trop haute de manière constante, et une insulinémie trop haute. Encore une fois, référez-vous aux conséquences du diabète de type 2. Au final, vous allez voir tous les systèmes que ça touche. Et le diabète de type 2, ça n'arrive pas en faisant une alimentation cétogène bien faite. Ça arrive essentiellement par une alimentation moderne. De toute façon, les gens qui sont diabétiques de type 2 aujourd'hui, faut bien se dire ça. Ils ont une l'alimentation normale, voilà, qu'on considère normale, donc potentiellement dite équilibrée, avec un peu de produits transformés et surtout beaucoup de glucides. Ils ne font pas une alimentation cétogène. Faut se le dire. Peu de personnes en France suivent cette hygiène de vie. C'est plutôt, moi à mon sens, la solution si c'est bien fait. Donc encore une fois, référez-vous aux conséquences finales du diabète de type 2 et vous allez voir tout ce que ça touche. Et le diabète de type 2,
ça je ne l'invente pas, c'est l'insulinémie trop haute. C'est un excès d'insuline au cours de votre vie qui fait que votre pancréas finit par échouer à en produire suffisamment et que vos cellules deviennent complètement résistantes à l'hormone qu'est l'insuline, qui fait qu'on va avoir derrière un taux de glucose dans le sang trop élevé, qui va être toxique pour les cellules bêta du pancréas. Donc bref, c'est un serpent qui se mord la queue et ça va entraîner des tas de pathologies qui sont déjà en cours, mais notamment ça altère tous les systèmes micro et macro-vasculaires. C'est pour ça qu'on a des diabétiques de type 2 qui finissent avec des amputations, de la cécité, c'est-à-dire on a la rétine qui caramélise, les reins qui lâchent, ils finissent en dialyse, et les pathologies cardiovasculaires. Donc ça touche quand même beaucoup de systèmes. En disant, en cas de cancer... Et aussi potentiellement le cerveau, puisque quand on échoue à faire rentrer les 20 à 30% de glucose dont le cerveau a besoin pour fonctionner, eh bien, notre cerveau il commence à dérailler et ça peut finir à ce qu'on appelle le diabète de type 3, même si on n'est pas sûr et certain que ce soit ça. En tout cas, ça y participe. On sait que la cellule cancéreuse consomme 40 fois plus de sucre que les autres cellules. Donc, dans les années 70, il y avait des travaux d'un monsieur qui s'appelait André Gernez, qui a beaucoup réfléchi justement à ça, à mettre l'organisme en cétose. Exactement. Donc, on se dit, si on ne nourrit plus la cellule et la tumeur, eh bien à ce moment-là, on va tuer, la tumeur ne peut plus résister. Alors, c'est vrai, c'est faux. Ça dépend tout simplement du type de cancer et du type de cellule et à quel stade elles ont évolué. Vous savez, une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui a décidé d'être immortelle. À tel point qu'elle est même capable de dire, tant pis, je veux être immortelle, je veux rester jeune, je suis de plus en plus jeune, et je vais même tuer mon hôte. Donc elle est devenue complètement ado, quoi. C'est-à-dire que même les traitements qu'on utilise pour tuer les cellules cancéreuses ne les tuent pas vraiment. Si, la chimiothérapie, ça tue les cellules cancéreuses, mais ça ne tue pas que les cellules cancéreuses. Mais je parlais justement des sucres. C'est-à-dire que si on affame une cellule cancéreuse, eh bien effectivement, elle va avoir des problèmes pour se développer, pour envoyer des ambassadeurs ailleurs pour faire que le cancer se développe. Et donc, théoriquement, ça paraît intéressant. Le seul problème, c'est qu'il y a des cellules cancéreuses qui sont capables de faire ce qu'on appelle la néoglucogénèse. C'est-à-dire à partir des graisses et des protéines, de faire des sucres quand même. Donc vous voyez que le régime cétogène peut être un apport, un début d'apport, dépendant du type de cancer auquel on est confronté. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier. Aujourd'hui, il y a des protocoles dans le traitement des cancers qui fonctionnent. Je dis souvent, le cancer, on peut en guérir. Le diabète, malheureusement, si on ne fait rien, on n'en guérira jamais. Mais donc, le cancer, il faut faire très très attention. En revanche, le diabète de type 2, s'il n'est pas super avancé, ou même le prédiabète, c'est quelque chose qui peut être inversé. S'il est très avancé, c'est sûr c'est plus compliqué. Mais si ça débute, c'est quelque chose qu'on peut inverser. Et c'est pour ça qu'il faut s'y prendre avant. Il faut même s'y prendre avant d'avoir un prédiabète. Le signe, ça va être... alors on peut être mince, entre guillemets, et quand même avoir un foie gras. Ça peut exister. C'est-à-dire ne pas avoir ne pas être gros et avoir un foie gras. Et on peut aussi être mince et avoir un prédiabète. Mais les signes extérieurs, ça va quand même être le surpoids. Si on est en général en surpoids et de manière chronique, c'est que potentiellement on a une glycémie ou une insulinémie qui est trop élevée. Et donc forcément, ça va nous conduire à ce type de problème. Donc le signe d'avoir un surpoids, parfois, c'est une chance parce que ça permet d'identifier qu'il y a quelque chose, c'est notre corps, et il nous dit, oh, regarde, il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Et ça permet de passer à l'action. Donc parfois, c'est même peut-être une chance d'avoir un surpoids externe, de le voir, parce que c'est un signe externe qu'il se passe un truc de pas normal. Vous savez bien, parce que vous allez souvent aux États-Unis, que certaines cliniques, notamment en Californie, utilisent ces formes de jeûne
hein, Mais c'est un plus. pour les gens qui sont en chimio, par exemple. Voilà. Mais c'est un plus. Le problème, c'est que si les cellules cancéreuses qui sont incriminées sont des cellules qui ont le matériel génétique pour refabriquer des sucres à partir des graisses et des protéines, eh ben, elles continueront à vivre. Donc vous voyez. Pour ce qui est du cancer, je ne vais pas m'exprimer sur le traitement du cancer, je parle juste de l'avant. Le surpoids, hein, l'excès de graisse, c'est aussi le signe d'une inflammation. Et il faut savoir que cette inflammation fait le lit du cancer. Je vous montre juste ce petit livre que j'ai juste au-dessus. Les clés du cancer, si ça vous intéresse, vous irez voir là-dessus. Il parle de ce médecin-là. C'est un spécialiste, le docteur Laurent Schwartz, sur le traitement du cancer. Il parle de protocole. Je vais pas aborder ça là-dedans, parce que moi, je ne suis absolument pas spécialiste de ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, l'inflammation fait le lit du cancer. Et donc, le surpoids, c'est le signe d'une inflammation chronique. Donc, si vous arrivez à renverser cette inflammation chronique de manière durable, potentiellement, ça fera moins de chances derrière d'avoir un cancer, ou en tout cas moins de chances que ce cancer déraille complètement et qu'il soit métastatique, en métastase incontrôlée. Alors, je prends des pincettes, hein, ce que je dis là, c'est absolument pas promesse de guérison, promesse de machin, je dis pas ça. Bien sûr, il faut être suivi par des médecins, bien sûr, il faut suivre les traitements qu'on vous propose, il ne faut pas jouer avec ça. Je dis juste que ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe avant. Voilà. Le mieux, c'est de ne pas attendre que ça arrive. Okay ? Si on arrive à inverser cette inflammation, potentiellement, on aura moins de chances d'avoir de pépins de santé. Bien sûr, il y a vos facteurs environnementaux. Hein. Il y a les facteurs environnementaux, la pollution qui vous entoure. Il y a votre niveau de stress, ça joue, bien sûr. Il y a la consommation de tabac, d'alcool et votre sommeil. Il n'y a pas que l'alimentation. Vous voyez, il y a des méthodes d'ailleurs pour empêcher cette néoglucogénèse, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Il y a des médicaments qui ont des capacités à empêcher les cellules cancéreuses de faire du sucre. Et je pense que ce sera une grande évolution. On fera une émission là-dessus. Voilà, exactement, parce que ce n'est pas le sujet. J'aimerais qu'on définisse ce régime cétogène. J'aimerais dire que ce n'est pas le régime que vous préconisez, docteur Allouche. Je ne le préconise pas. Hein, non. Je suis là pour l'expliquer. Pour savoir, voilà. C'est un régime important dans le panorama des régimes. En fait, le régime cétogène, c'est en gros remplacer tous les sucres par des graisses. Voilà, ça revient à ça. C'est-à-dire qu'on inverse la pyramide. Vous savez que la pyramide, c'est et la doctrine du PNNS, du Plan National Nutrition Santé, c'est 55% de glucides, 25% de graisse, 20% de protéines. Et en fait, le régime cétogène, c'est très peu de sucre, 5%. Ensuite, un peu de protéines, 20-25%. Parce qu'on est obligé de les augmenter, parce que sinon on ne mange pas grand-chose. Et puis tout le reste, ce sont les graisses. Voilà, donc ce sont des régimes qui vont favoriser, c'est un régime qui va favoriser les œufs, les avocats, tout ce qui est un peu gras. C'est le roi, l'avocat. L'avocat, oui, c'est le roi absolu. Le roi du régime, oui. On utilise beaucoup ce régime. Et donc on va favoriser massivement les graisses au détriment des sucres. Donc c'est pratiquement pas de sucre. Comme c'est pratiquement pas de sucre, votre organisme est obligé de fabriquer du glucose pour nourrir les cellules. Pour le fabriquer, il va utiliser des voies métaboliques, c'est-à-dire un système d'enzymes qui va décomposer les graisses et faire du sucre. Quand il fait ça, il y a des résidus qui s'appellent les corps cétoniques. Ces corps cétoniques vont avoir, sont des résidus de cette glucogénèse, c'est-à-dire le fait de générer du glucose à partir des graisses. Et ces corps cétoniques ont un tropisme très fort pour le cerveau, et ils ont un effet coupe-faim et un effet dynamisant. Donc on a moins faim. On a beaucoup moins faim, et surtout, on a un petit côté presque euphorique. Hein. Et d'ailleurs aussi, on a un petit effet indésirable qui est une haleine un peu de vernis à ongles. C'est une haleine de pomme. Hein, avant, on disait les crises de cétone. Bon, ça va, c'est plus sympa que le docteur Cohen. J'avais fait une vidéo réaction aussi à ses propos, où le régime qui fait puer de la gueule, c'est quand même beaucoup moins nuancé. Alors oui, c'est au départ, effectivement, ça fait une haleine un peu particulière parce qu'on produit beaucoup de corps cétoniques
plus de corps cétoniques parce que le corps n'est pas encore bien efficace pour les utiliser. On a passé quasiment toute notre vie, c'est-à-dire qu'on est en cétose, je vous rappelle, le nourrisson, il naît en cétose nutritionnelle, mais très rapidement, lors de la diversification alimentaire, si vous êtes né par exemple comme moi dans les années 80, rapidement, quand vous avez commencé à avoir des dents, vous avez mangé des bols de Frosties avec du lait, un pain au lait, enfin que du sucre, voilà, que des trucs avec du sucre, du blé au sucre, avec du lactose. Et donc, vous avez eu un métabolisme qui a uniquement tourné aux glucides toute votre vie. Donc, quand vous repassez sur une alimentation moins riche en glucides, plus riche en sources de graisse qui va vous faire produire des corps cétoniques, au début, le corps en produit plus parce qu'il est moins efficace et il les absorbe moins. Ce phénomène-là s'arrête au bout de une semaine et demie, 2 semaines. C'est-à-dire que la production de cétone diminue, en tout cas celle qui est circulante quand on se prend la cétonémie et la glycémie, parce que le corps devient beaucoup plus efficace à les utiliser. Donc ce mini problème entre guillemets d'haleine particulière s'estompe et s'arrête. Mais outre mesure, c'est vraiment pas le citer comme un inconvénient alors que ça dure 1 semaine et demie pour les bénéfices que ça offre. Bon, je trouve que dans la balance, ça pèse peu. Tonne d'acétone. Voilà, exactement. C'est l'acétone, ça sent un peu. L'acétone, il y en a dans les vernis à ongles. Voilà. Et en fait, pendant les 3 premiers jours de la mise en place du régime cétogène, il y a ce qu'on appelle la grippe cétogène. C'est-à-dire qu'on est fatigué, on a des nausées, on a mal à la tête parce que justement, l'organisme est en train de switcher d'un système. Nausées, pas forcément. Et il faut savoir que la grippe cétogène, elle n'est pas obligatoire. Moi, de ce que j'ai constaté, elle arrive plus sur des gens qui ont peu de kilos à perdre, qui ont une dizaine. Sur les gens qui ont, moi que j'ai accompagné sur cette hygiène de vie, qui avaient 30 à 40 kilos à perdre, ils n'ont quasiment jamais de grippe cétogène. Donc la grippe cétogène, en fait, c'est ce que je pense qu'il va expliquer, c'est le délai en fait d'épuisement des stocks des glucides, le temps de passer sur la combustion des graisses comme source principale d'énergie, et aussi parce que durant les 3 premiers jours, on va perdre de l'eau et on va manquer d'électrolytes. Donc, mais il y a des solutions pour diminuer cet effet indésirable. C'est sûr que par contre, pendant ces 3 jours-là, faut pas espérer, si vous êtes un sportif et que vous faites de la muscu par exemple, du crossfit, il ne faut pas espérer faire un PR ce jour-là, faire un personal record, soit aller vous taper la méga course de votre vie pour faire le plus de kilomètres possible en moins de temps possible. Faut pas le faire ces 3 jours, faut juste être réaliste et se dire ok, là je priorise la transition de mon métabolisme, la transition énergétique, et puis dès que je me sentirai de nouveau en forme, je reprendrai mon rythme sportif. Industriel, je fais du sucre à partir des sucres, des lipides et des glucides, à un système industriel, je fais des sucres à partir des graisses uniquement. Donc, ce qui veut dire qu'on peut passer, donc, alors on dit en état de cétose. De cétose, oui. Au bout de 3 jours. Ça prend 3 jours. Il faut en général 3 à 4 jours. D'accord. Ça me fait penser un peu au ramadan. Oui. Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. Voici Base 44. C'est la même chose qui se passe que pendant le ramadan, on mange avant le lever du soleil, ouais. Et ensuite pendant toute la journée, on ne va pas consommer. Donc on est dans un régime où effectivement le corps va au début épuiser son stock de sucre qui est de 20 minutes. 20-25 minutes sous forme de glycogène qu'il y a dans le foie et dans les muscles. Et ensuite, il va commencer à utiliser ses graisses. Et ces graisses, quand il utilise ces graisses, il va effectivement faire de la cétose. On est dans le même... On est dans le même... L'organisme est un peu dans le même état. Il est un petit peu enclenché. Il n'est pas complètement enclenché parce que le soir, après le coucher du soleil, on va consommer, et souvent on consomme beaucoup de sucre. Donc là, il y a comme ça une espèce d'aller et venue. C'est pour ça qu'il faut le préparer le ramadan, il faut le penser le ramadan en termes nutritionnels. Ça tombe bien cette année, vous avez... Ouais, la différence, c'est qu'on peut rester en cétose là en mangeant. Donc oui, on est en cétose quand on fait du jeûne, mais avec une alimentation cétogène,
on va pas forcément sortir de la cétose lors de la prise alimentaire. Et le penser pour nous, Voilà, et avec nous. Il faut le préparer pour que pour votre organisme ce soit un bienfait et qu'il n'y ait pas de. C'est toujours la même chose, c'est les excès. Hein. Je pense que aucune religion ne favorise les excès et donc il faut vraiment penser son ramadan et le penser au niveau nutrition. Alors, la formation des corps cétoniques, où a-t-elle lieu ? Dans le foie, c'est le foie. Hein. C'est pour ça. Toujours le foie. Ouais. Le foie, il fait tout. C'est pour ça qu'il faut un foie fonctionnel. Hein. Si vous avez un foie qui est dégradé et fibrosé, qui ne joue plus son rôle, bien sûr que l'alimentation cétogène, elle ne sera pas faite pour vous. Faudra pas, de toute façon, ce ne sera pas possible de la faire. Donc, bien sûr qu'il ne faut pas attendre d'avoir ces organes qui dysfonctionnent complètement et qui ont été, c'est-à-dire dont la fonction a été altérée à vie. C'est vraiment le grand général, comme disent les Chinois, parce que dans la médecine chinoise, on l'appelle le général. C'est lui qui va organiser tout ça, et c'est lui qui va créer les corps cétoniques et qui va les envoyer là où il faut pour donner un état quand même de bien-être. Parce que vous comprenez que pendant 3 jours, vous avez modifié fondamentalement la façon dont vous viviez, dont vous absorbiez vos aliments. Et donc lui, il se dit, voilà, je suis confronté à une nouvelle situation, je vais faire mes corps cétoniques, et puis ça va donner un peu de dynamisme au cerveau, et il va quand même continuer à pouvoir chasser cet homme-là, parce que sinon, il va mourir de faim. Donc, vous voyez, il y a toujours des phénomènes de compensation. Le problème, c'est combien de temps on peut rester sur un régime cétogène. Combien de temps dans notre société aujourd'hui on peut rester sans manger vraiment de sucre. Par exemple, vous avez quelqu'un qui va boire de l'alcool. Là, c'est très intéressant parce que vous voyez en tout cas, moi, de ce que j'entends, je prédis ce qui va venir. De toute façon, il a dit le mot sociétal, c'est qu'on n'est pas sur un problème physiologique, mais sociétal. Ce qui veut dire que là, on n'apporte pas un fait scientifique qui dépendrait de notre physiologie, mais sociétal, parce qu'on est entouré de sucre. Donc là, on est plus dans l'ordre du comportement, dans l'ordre du choix de ce qu'on doit faire, que de ce qui est possible pour notre métabolisme. Dans un verre de vin rouge, il y a du sucre. Donc, de toute façon, vous cassez votre cétose si vous prenez un verre de vin rouge. Donc, vous voyez bien que ou même si vous prenez un fruit, c'est un système très, très sensible. Hein. Il faut toujours être en train de calculer, finalement. C'est ça que ça veut dire. Voilà, c'est-à-dire un peu être obsessionnel. C'est tout le problème de ces régimes. Et c'est là où je vais vraiment pas être d'accord avec lui. Alors, est-ce que le docteur Alouche a lui-même... C'est un petit peu le même délire qu'avec le docteur Cohen et qu'avec toutes les personnes qui s'expriment sur l'alimentation cétogène alors que eux-mêmes ne l'ont jamais mis en place. Si vous ne l'avez pas mis en place, de toutes les manières, c'est normal. Hein, vous allez avoir des croyances là-dessus. Moi-même, avant d'avoir cette hygiène de vie, j'avais plein de croyances là-dessus. J'étais persuadé que c'était de la merde, que c'était pas tenable, que j'allais mourir de faim. Enfin bref, tous les mythes qu'il y avait au sujet de cette hygiène de vie, j'y croyais. Quand on commence à l'expérimenter dans son quotidien, en fait, on finit par changer d'avis parce que physiologiquement, on voit tout ce qui change, tout ce que ça change pour nous, tout le contrôle que ça nous apporte sur l'alimentation, sur notre comportement. Ça peut même changer votre confiance en vous, hein, parce que si vous avez passé votre vie à échouer avec la bouffe, avec les régimes, à avoir eu l'impression de toujours faire attention, finalement, avec l'alimentation dite cétogène, quand ce que vous mangez devient la norme, justement, vous n'êtes plus dans le contrôle. Vous n'êtes plus dans le contrôle permanent, puisque vous avez intégré ce qu'il fallait manger. Donc, vous faites ça de manière complètement machinale. Vous faites vos courses sans réfléchir, vous faites vos plats sans compter, sans réfléchir. Donc, ce qu'il dit là n'est pas tout à fait exact. Oui, au début, bien sûr, sur un changement et sur n'importe quel changement que vous allez faire dans votre vie, ça va vous demander des efforts. Ça va vous demander des efforts aussi bêtes que faire son assiette ou faire ses courses. Aujourd'hui, vous faites vos courses, vous ne réfléchissez pas. Demain, vous passez en alimentation cétogène. Il va falloir réfléchir pour faire vos courses puisque ça va être nouveau. Il va falloir changer certains produits. Il va falloir acheter d'autres produits. Ces produits que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas l'habitude de les choisir. Donc, pour savoir s'ils sont bons, s'ils ne sont pas bons, ça va vous demander du temps.
d'apprentissage. Mais une fois que cet apprentissage il est fait, et surtout que vous vous y tenez, alors pour s'y tenir, bien sûr, il faut être accompagné. Hein, souvent, ce que disent, ou en tout cas, peut-être je l'ai déjà entendu dire ça, le docteur Alouche sur d'autres contenus courts, mais c'est que pour être accompagné sur ce type d'alimentation, il faut être encadré pour que ça se passe bien. Ça, moi, je suis d'accord, parce que si vous êtes seul, vous êtes livré à vos propres à votre propre interprétation des informations qu'on vous aura données, et tout dépend de où vous avez eu ces informations, parce que des informations mauvaises sur l'alimentation cétogène, il y en a beaucoup. Et après, même si vous avez les bonnes, vous avez votre propre interprétation. Mais si c'est mis en place de manière correcte, que vous voyez ça pas comme un régime express, mais comme quelque chose qui va vous aider à atteindre les objectifs que vous n'êtes pas arrivé à atteindre avant, que votre priorité c'est votre bien-être physique et mental, que votre priorité c'est de retrouver du contrôle sur votre alimentation, que votre priorité c'est votre santé et que ça vous voulez le garder à vie, eh bien cette hygiène de vie elle va vous aider à faire tout ça. Quand vous le mettez en place de manière cadrée suffisamment longtemps, ça devient quelque chose qui sort de votre contrôle. Je vais vous donner un exemple. Si vous n'avez jamais fumé, ça n'est pas un effort quand vous allez boire un coup avec les copains au bar de ne pas fumer, puisque vous n'avez jamais fumé. Vous n'êtes pas dans le contrôle. Vous n'avez jamais fumé. Eh bien, avec l'alimentation, ça va être la même chose. Quand votre physiologie, elle s'aligne sur ce que vous savez réellement de la nutrition et sur votre bien-être, les choix que vous faites deviennent normaux. Donc c'est plus un effort. Ne pas manger une part de gâteau à un anniversaire, ça vous fait ni chaud ni froid. Vous n'êtes pas en panique comme vous l'étiez avant parce que déjà la semaine, vous mangiez du brocoli vapeur et du blanc de poulet sec, de la salade sans huile, et qu'en plus, le jour de l'anniversaire, vous arrivez et vous devez vous contrôler sur une part de mini gâteau qui va être très sucré et qui va vous donner faim. La différence entre en manger un peu et s'être affamé toute la semaine et avoir une alimentation qui vous convient à 100% et faire un choix de ne pas manger un aliment qui potentiellement pourrait vous faire perdre le contrôle, c'est plus du contrôle en fait, c'est juste du choix qui est devenu normal. Donc je vais laisser le docteur Alouche parler. C'est-à-dire, est-ce que c'est compatible avec une vie urbaine ou une vie même, une simple vie quotidienne ou une vie un peu plus routinière? Comment fait-on pour tout changer radicalement? C'est très compliqué. Et surtout, socialement, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment le type de discours, par contre, qui alors, j'ai rien contre le docteur Alouche, hein, mais c'est le genre de discours qui m'exaspère au plus haut point. Cet excès entre guillemets de modération qui va finir par tuer, ou ce constat que la société est comme ça, donc il faut le faire, donc on n'a pas le choix. Voilà. Demain, si la société se met couramment à refumer, comme le cas de la cigarette, hein, comme c'était le cas avant, tout le monde fumait, donc c'était comme ça, c'était bien de fumer, les médecins fumaient, et donc il fallait fumer. Waouh, le raisonnement là je le trouve un petit peu dangereux. Vous prenez autre chose, hein. Alors vous avez le cas avec l'alcool, donc on consomme de l'alcool, la société consomme de l'alcool, donc il faudrait consommer de l'alcool pour être bien en société. Vous ne pouvez pas aller à un repas et ne pas consommer d'alcool et vous sentir bien et passer un bon moment. C'est pas possible en fait. Vous ne pouvez pas aller à un repas et ne pas manger un morceau de pain et ne pas vous sentir bien. Et là, la logique sur laquelle tout ça repose, c'est la notion de plaisir. La notion de plaisir. Quand on entend des gens, et ça je le déplore un petit peu, parce que beaucoup de... Alors c'est pas pour fustiger une profession ou quoi que ce soit, hein, mais je trouve que beaucoup de professionnels de santé ne se basent que par le prisme du plaisir alimentaire en occultant tout le reste.
Vous prenez par exemple la consommation d'alcool. Vous décidez de ne pas consommer d'alcool. Dans la société, on va vous dire « Ah, vous êtes chiant, ah, t'es chiant, ah, t'es pas fun ». Mais quel est le bénéfice de ne pas boire d'alcool ? Est-ce qu'il y a un plaisir à se dire je vais profiter de ce moment-là en gardant toutes mes facultés mentales et en n'étant pas altéré par l'euphorie que m'apporte l'alcool ? Est-ce qu'il n'y a pas un plaisir ? Parce que au bout de un verre d'alcool, encore pour certains des fois ça suffit à les mettre HS et à avoir des difficultés à métaboliser ce verre d'alcool et donc à récupérer, ça peut faire mal à la tête, mais au bout de 2 verres, il y a quand même une altération, vous êtes plus fatigué, vous allez être déshydraté, donc il va y avoir des conséquences. Il va y avoir, oui, certes, peut-être une montée du plaisir à court terme, mais derrière, il y a une grosse chute et des conséquences. Est-ce que le plaisir, c'est justement de ne pas avoir ces conséquences ? Est-ce que le plaisir aujourd'hui, c'est peut-être d'avoir une alimentation qui vous satisfait au quotidien et qui vous permet de mettre les habits que vous voulez, d'être fier de vous, d'avoir beaucoup plus confiance en vous, de sortir de la logique des régimes, de vous permettre de, je pense que j'ai déjà dit, mais je le redis, des habits que vous voulez. Moi, j'ai des clients tous les jours qui m'envoient, et surtout des clientes qui me disent « Waouh, je suis rentré dans un jean que j'ai pas mis depuis 10 ans ». Ça leur change la vie, et surtout ça leur change encore plus la vie quand 6 mois ou 1 an après, dans ce jean-là, elles y rentrent toujours. Quel est le plaisir ? Manger une part de gâteau ? Alors vous allez me dire, on peut faire les deux. Et des fois non, on ne peut pas faire les deux. Parce que c'est quand on remet petit à petit des pièces dans notre ancien mode de vie qui revient comme il est arrivé. C'est arrivé au fur et à mesure, on a pris du poids au fur et à mesure. Et si on ne se tient pas une certaine rigueur, ça peut revenir. Est-ce que le plaisir, c'est pas de pouvoir faire des activités que vous avez envie, d'aller à la plage, de vous mettre en maillot, de plus avoir honte, parce que certains ont honte. Est-ce que le plaisir, il n'est pas là aussi ? Est-ce que le plaisir, c'est pas de garder un certain contrôle sur son alimentation ? Ce que je veux dire là, je le vois moins chez les femmes, mais plus chez les hommes, et notamment les hommes comme moi. Moi, vous me donnez une part de gâteau, ça va me faire dérailler le cerveau complet. Après, je vais avoir faim et je vais plus pouvoir me contrôler. C'est-à-dire que je vais avoir envie, ça va être vraiment très difficile de me contrôler, de ne plus manger, par exemple, un aliment transformé. Par exemple, vous prenez du Nutella. Si je mets une cuillère dedans et que je commence à en manger, ça me fait dérailler le cerveau tout de suite. Tout de suite, ça va me déclencher de la faim. Et je vais avoir une envie irrépressible de manger et d'éclater le pot. Je suis capable, moi, d'éclater le pot. Donc, moi, je suis mieux, et comme beaucoup d'élèves, comme beaucoup de gens qui rentrent dans une alimentation cétogène, on est beaucoup mieux à ne pas toucher ce pot de Nutella, parce que ça ne nous frustre pas de ne pas le toucher, parce que c'est devenu une habitude, que d'essayer d'y mettre une cuillère dedans, et puis de se contrôler derrière, alors que le cerveau, il est en PLS total. Il y a tout qui s'allume, la montée de glycémie, la chute qui appelle à en prendre plus, et derrière le mécanisme de stockage où pendant un jour, on va avoir envie de déglinguer tout ce qui est sucré. Donc, est-ce que le plaisir n'est justement de ne pas avoir ce type de déconvenu ? C'est là où moi je ne suis pas d'accord avec la notion de plaisir. La notion de plaisir, elle peut être aussi de manger des aliments qui vont être bons en goût, mais bon pour notre santé. Et ça, cette rigueur-là, c'est comme la rigueur d'aller faire du sport et de se maintenir en forme. Est-ce qu'il faudrait faire du sport, puis arrêter complètement d'en faire pendant 10 mois ? Non, le mieux, c'est d'être constant dans sa démarche, si la démarche nous fait du bien et qu'elle est salutaire pour notre santé. Si vous êtes invité à dîner, allez expliquer que vous ne mangez que des graisses, pas un truc de sucre, vous allez tout refuser, c'est très compliqué socialement. Alors, la vidéo est très longue, mais peu importe, je le savais de toute façon sur une vidéo de 20 minutes que ça allait être long en réaction, mais qu'est-ce qu'on s'en tamponne de la vie des autres ? Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Les choses, vous les faites pour vous. C'est pas les autres qui ont le corps que vous avez, c'est pas les autres qui ont la santé que vous avez, c'est pas eux qui sont dans votre peau, c'est pas eux potentiellement qui ressentent la douleur que vous ressentez ou le mal-être que vous ressentez. Donc, qu'est-ce qu'on s'en tamponne de la vie des autres ? Aujourd'hui, vous ne faites pas les choses pour les autres. Et si les autres, eux, avaient la possibilité de se sentir bien, vraiment bien dans leur peau, croyez-moi qu'ils le feraient.
Ou, il y en a qui décident des fois de privilégier, quoique, hein, le plaisir à court terme et de ne pas... parce que c'est plus simple pour eux. Mais ça crée de la jalousie, croyez-moi, hein, quand les gens voient... souvent, voici le schéma. Je vous donne le schéma, hein, de ce qui se passe quand vous démarrez une alimentation cétogène et de toute façon une reprise en main, parce que c'est pas que l'alimentation cétogène, c'est vraiment tout le contexte de vie autour aussi qu'on change, puisque y a le stress, le sommeil, tout votre mode de vie qu'on revoit pour que ça puisse fonctionner, parce qu'il n'y a pas que ce prisme alimentaire. Mais quand on commence cette hygiène de vie, la première réaction des gens, c'est de vous dire « Qu'est-ce que c'est que cette connerie ?» Pourquoi ? Parce que souvent, ils vous ont vu faire des milliers de régimes, donc par zèle et par protection. Peut-être qu'ils veulent vous protéger de faire quelque chose qui va encore vous conduire à l'échec. Le truc aussi, c'est qu'ils projettent sur vous leurs propres craintes. Ils vont vous dire que c'est dangereux pour la santé parce qu'ils vont voir dans Santé Magazine que les graisses bouchent les artères. Voilà. Qu'un expert de santé a dit que ça bouchait les artères, alors que c'est pas le cas. Je vais pas m'étendre là-dessus maintenant. Ça, c'est la première chose. Et puis, ils vont essayer de vous convaincre de toute leur force de faire l'inverse de ce que vous mettez en place. C'est comme ça fonctionne à chaque fois quasiment comme ça, sauf de rares personnes qui vont vous dire « Génial, je t'encourage, vas-y, fonce, c'est très bien ». Ça sera des rares personnes. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'entourage vous dise « Waouh, trop bien, continue ». Et surtout, lors d'événements, la première personne à qui vous allez dire « Non, tu vois, je vais commencer un nouveau truc, je ne prends pas de gâteau », vous ne savez pas pourquoi, mais elle va tout mettre en œuvre pour vous faire craquer et vous faire bouffer cette putain de part de gâteau que vous ne voulez pas manger. Voilà. Elle va tout faire parce que peut-être ça projette sur elle des choses qu'elle voudrait faire et ce qu'elle n'arrive pas à faire, eh bien, elle veut vous emmener avec vous. C'est classique. Quand vous commencez à avoir des résultats, on va vous dire « Ouais, il y a des résultats, mais de toute façon, tu ne vas pas tenir parce que ton truc, il n'est pas sain. » Parce que, de toute façon, c'est pas comme ça que ça marche. Puis quand ça fait 6 mois que vous avez perdu 10 ou 20 kilos et que vous n'avez pas bougé dans votre ligne de conduite, que vous avez maintenu vos engagements envers vous-même, c'est-à-dire que ce que vous faisiez avant, quand vous faisiez un régime, forcément vous craquiez parce que c'était pas tenable, là, au contraire, vous avez renforcé votre ligne de conduite. Vos choix, ils sont de plus en plus précis. Plus on essaye de vous faire dérailler, moins vous le faites. Et les gens, ils voient que, waouh, déjà, votre physique, il a changé. Que votre confiance, elle a changé. Et que ça tient dans le temps, que ça tient la route. Là, ils commencent à s'intéresser à ce que vous faites. Et c'est seulement là qu'ils vous demandent comment vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait ? Et ça, je l'ai vu, j'ai accompagné plus de 500 personnes dans cette hygiène de vie, et ça, je l'ai vu systématiquement, même de la part de professionnels de santé, de kinés, de médecins qui ont dit au début, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Et puis quand ils ont vu que les résultats tenaient dans le temps, et puis les analyses de sang aussi, les analyses de sang qui s'améliorent de ces personnes, ils ont commencé à s'y intéresser. Parce qu'ils ne sont pas bêtes non plus, ils disent « Ouh, je vois que sur le plan métabolique, ça a changé des choses. Je vois que en fait, les problèmes que tu avais avant, ils n'y sont plus. Et je vois surtout qu'en fait, ça dure dans le temps. Ce n'est pas l'histoire de 3 mois. Ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que ça dure. » Là, ils commencent à s'y intéresser. Donc, oui, l'entourage, la société va vous emmerder au début. Mais à terme, ils vont vous demander comment vous avez fait. Et potentiellement, ils vont eux aussi s'y mettre. C'est ce qui se passe à chaque fois. Si bien sûr, vous le mettez en place avec succès. Donc, ça peut avoir un intérêt de façon thérapeutique. This video was created by AI. No cameras or complicated software required. With the right tool. Parce qu'il y a des indications du régime cétogène dans certaines thérapeutiques. C'est utilisé, on l'a dit tout à l'heure, par certains médecins dans le cadre de certaines chimiothérapies pour affamer les cellules cancéreuses. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Ça peut être utilisé aussi pour perdre très vite du poids.
Vous êtes une star, vous avez un shooting ou un truc, vous voulez perdre très très vite, donc vous vous astreignez. Mais quand vous êtes une star et que vous préparez un film, vous travaillez pas de 7h du matin à 6h de l'après-midi dans un métier. Vous voyez ce que je veux dire, Encore une fois, pour moi, la perte rapide de poids, c'est pas l'élément central. Pour moi, c'est qu'est-ce qu'on répare avec ça ? Est-ce qu'on répare des dysfonctionnements métaboliques ? Est-ce qu'on améliore son niveau de HDL ? Est-ce qu'on diminue sa glycémie ? Est-ce qu'on diminue son hémoglobine glyquée ? Est-ce qu'on diminue ses triglycérides ? Est-ce qu'on diminue sa tension ? Et est-ce qu'on diminue son périmètre abdominal, son périmètre abdominal, tout court. Est-ce que tout ça, on le met dans le verre et est-ce que derrière, on arrive à améliorer le sommeil alors ça, c'est pas l'alimentation cétogène, c'est le travail sur l'hygiène de vie globale. Mais est-ce qu'on arrive à améliorer tout ça ? Est-ce que derrière, ça procure un bien-être mental et physique durable ? Voilà. L'histoire, c'est pas de perdre vite. C'est pas ce qu'on cherche. Pour perdre vite, je vous donne la meilleure technique. Vous arrêtez de manger. Vous mangez 1000 calories par jour, vous allez perdre vite. Ça marche. Ça fonctionne. Mais par contre, les conséquences derrière, vous les connaissez. Et bref, je ne vous conseille pas de faire ça. Votre job à vous, c'est de faire de l'exercice physique et de faire votre régime. Donc c'est plus facile quand on est dans un climat apaisé et quand on est motivé pour des choses. Mais après, un cétogène, plus d'un mois, moi j'ai du mal à y croire. Franchement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Bon, personnellement, moi, ça fait depuis avril 2021 que je fais ça. Vous avez des témoignages de gens qui font ça depuis plus de 10 ans. Okay, et d'autres même bien plus. Donc, peut-être que le docteur Alouche, lui, n'y croit pas. Mais il y a une différence entre croire et savoir. Ouais, si il le faisait, il saurait que c'est faisable d'avoir cette alimentation. Maintenant, quand vous avez installé une cétose nutritionnelle efficace, vous pouvez l'été manger quelques fruits. Ça m'arrive, moi personnellement, je ne conseille pas de le faire parce que c'est pas ce qui met ce qui est le plus profitable pour le bien-être. Mais ça m'arrive de temps en temps de manger une pizza ou des patates. Alors la patate, c'est pas ça qui va, c'est plutôt la pizza qui va être le plus délétère. Ça fait une grosse quantité de glucides, et puis c'est un produit transformé avec le fromage, c'est plus dur à digérer. Mais outre mesure, vous pouvez le faire, et en faisant ça, je maîtrise mon poids maintenant. Donc c'est faux de dire qu'on ne peut pas sortir de cétose et qu'on ne peut pas y re-rentrer. C'est juste que derrière, c'est pas non plus quand vous faites ça au niveau digestif, vous sentez pas non plus au top niveau. Donc en fait, le mieux quand vous rentrez dans cette hygiène de vie, eh bien c'est d'y rester parce que c'est ce qui vous fait du bien, c'est ce qui vous permet de vous sentir bien. Mais ça n'empêche pas de manger à un moment 4 frites de patates douces. Ça vous empêche pas de manger quelques fruits peu glucidiques, des figues en saison, quelques fraises, des baies. Ça ne vous empêche pas de manger ça. C'est juste que ça va plus être le centre de votre alimentation et que vous allez plus vous bourrer de glucides et que vous n'allez plus surtout manger de produits transformés. Parce que ça, il faut bien se mettre un truc en tête, c'est que tout ce que vous verrez en alimentation cétogène à base de produits transformés, c'est une cata. C'est pareil que l'alimentation dite normale avec tous ces produits transformés. Une alimentation cétogène, elle doit être vraiment, je dirais à 99% faite de produits bruts, peu cuisinés. Voilà. Le 1% qui reste, on peut de temps en temps faire des préparations, mais on doit remanger des aliments bruts. C'est de ça qu'on tire le plus de bénéfices. Et en mangeant des aliments bruts, ça a un effet, c'est qu'on s'habitue de nouveau à manger des aliments bruts. Quand on a l'habitude de voir des pâtes, du pain, des gâteaux, des bars, des trucs qui sont transformés, qui ne sont pas disponibles comme ça dans la nature, eh bien notre œil est habitué, c'est notre habitude de manger comme ça, et c'est anormal de voir dans son assiette, par exemple, une côte de bœuf, des brocolis avec de l'huile dessus, du sel et un morceau de fromage. Ça, c'est anormal. La version normale, c'est des pâtes
avec un yaourt, un panier Yoplait yaourt avec des morceaux de fruits dedans, et j'en sais rien, que sais-je, pâte et quiche, peut-être vous ne le faites pas, mais voilà, une part de quiche avec quelques légumes. Une quiche, c'est transformé. Donc, il faut s'habituer à un visuel d'assiette à partir de produits bruts. C'est paradoxal finalement de se dire qu'on perd du poids en mangeant gras. D'une certaine façon, il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez ? Alors, il faut comprendre une chose, et c'est vrai que le gras a eu une très mauvaise presse depuis 40 ans, depuis 60 ans, depuis ses études, Farmingham et ainsi de suite. On a dit, je mange du gras, donc le gras, je le stocke. C'est pas comme ça que ça marche. Quand vous mangez du gras, effectivement, vous allez le stocker dans vos adipocytes, c'est-à-dire ces cellules qui sont spécialisées autour du ventre, dans les cuisses, dans le visage, dans les bras, pour stocker l'énergie. Mais il faut savoir que quand vous mangez du sucre, c'est encore mieux. Quand vous mangez du sucre, le foie, comme on ne peut pas... stocker du sucre, ça prend énormément de place. Le glycogène, ça prend beaucoup de place. Donc il y a juste la réserve pour le cerveau. Le foie, il a 20 minutes pour le cerveau. Mais tout le reste, il va prendre le sucre, et il va les mettre par 3, et il va faire les triglycérides, les sucres, et les triglycérides, donc ils transforment le sucre en gras pour les stocker dans les cellules adipeuses. Donc en fait, vous faites autant de gras avec un yaourt nature gras qu'avec un yaourt sans sucre. Parce que yaourt sans graisse. Parce que comme dans le fruit, il y a du sucre. Un yaourt light. Voilà, un yaourt light. Ouais. Eh bien, on remplace, on dit il n'y a pas de gras, mais comme il y a des sucres, eh ben, le sucre va être transformé en gras. Voilà. Peut-être encore mieux que le gras qui vient de l'extérieur, qui lui est un gras exogène. Alors que le gras que va faire votre foie, c'est un super gras, bien propre, avec les 3 glycérides, comme ça, un trium, avec une structure qui permet d'être reconnue par les adipocytes et faire ce qu'on appelle la lipogénèse, c'est-à-dire la fabrication des lipides et de stockage dans les adipocytes. D'ailleurs, dans les régimes cétogènes, il vous conseille de manger des yaourts gras, les yaourts un peu... Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au fond, le gras... Le grec. Le gras a souffert de toutes de cette histoire de cholestérol qui peut, lorsqu'on a des accidents cardiaques ou des problèmes coronariens, c'est vrai, il faut éviter que le cholestérol soit trop augmenté, mais je vous rappelle que 75% de votre cholestérol est généré par votre foie. Le cholestérol qui vient de l'extérieur, c'est uniquement 25% du montant global du cholestérol. Et c'est pour ça que pour les auditeurs, quand vous faites une mesure du cholestérol, faites aussi une mesure des triglycérides. Parce que les triglycérides, c'est le montant de gras qui a été généré à partir des sucres également. Ouais, donc d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et si vous avez la possibilité, surtout, c'est de soit faire un lipidogramme, donc d'avoir... Parce que ce qui est important avec les LDL, c'est pas en fait leur volume total, c'est quelles sont les sous-fractions qui sont fragmentées et altérées. Donc on peut avoir ça soit avec un lipidogramme, soit avec les LDL oxydés. Okay, le nombre de particules LDL oxydées. Et sinon, on a le rapport triglycérides sur HDL qui va être prédictible du nombre de particules oxydées qu'on peut avoir. Mais en fait, c'est pas le LDL qui est problématique. Mais bon, je vais pas m'y attarder là, sinon on est déjà à 1h20. Ça ne va plus finir. Quels sont les risques de carence à suivre un régime tel que le régime de cétogène ? Puisque si on mange quasiment que du gras... Le plaid a tout du cadeau parfait. Le problème, c'est qu'il est devenu un vulgaire bout de plastique transparent. Oui. Qu'est-ce qu'on risque ? Alors, ce qu'on risque, en fait, c'est que comme on va diminuer de façon drastique les légumes et on va diminuer les fruits, on va diminuer les féculents. Bon, diminuer de façon drastique les légumes, ce n'est absolument pas vrai. Au contraire, on les augmente. Et souvent, il y a plein de légumes qu'on ne mangeait pas avant, qu'on va se mettre à manger en alimentation cétogène, puisqu'on va s'y intéresser. Et les légumineuses, c'est les fibres et les vitamines. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une faiblesse en fibres qui peut amener d'ailleurs une certaine forme de constipation. Donc il faut, et je vous rappelle que les fibres, c'est le seul aliment pour notre flore bactérienne intestinale. Donc il faut compenser en fibres et ajouter Sous quelle des forme, fibres. Alors vous pouvez, sur les fibres, vous pouvez prendre par exemple des racines de chicorée, vous pouvez prendre des endives, parce qu'elles ne sont pas sucrées, il y a dedans des fibres solubles et des fibres insolubles. Ouais. Et puis prendre des compléments alimentaires de vitamines.
Bon, avec la quantité de légumes qu'on mange en peu glucidiques qu'on mange sur une alimentation cétogène, le problème de fibres, c'est pas vraiment un vrai problème. Pour compenser. Mais encore une fois, quand vous faites un cétogène de 3 semaines, vous n'allez pas avoir de carence. Si vous faites un cétogène de 3 mois, là, vous risquez d'avoir des carences. Donc, vous pouvez vivre le cétogène. Alors, je vais être Lesquels ? un peu positif vis-à-vis de ça. Vous pouvez faire un régime cétogène parce que au début, pendant 3-4 semaines, parce qu'il va vous aider justement à perdre du poids significativement. Et voyez avec votre médecin comment réintroduire les légumineuses surtout. Bon, ça c'est typiquement la vision justement qu'il ne faut pas avoir de l'alimentation cétogène parce que ça va vous mener au casse-pipe. Et notamment derrière de réintroduire des aliments que vous essayez de mettre de côté parce qu'ils ne vous sont pas favorables. Là, par contre, c'est la voie parfois aux troubles du comportement alimentaire, malheureusement. Parce que quand vous réintroduisez au fur et à mesure des quantités, en fait, c'est simple, ça va recréer le problème que vous cherchez à résoudre. Si vous réintroduisez les aliments qui vous ont causé problème, vous allez tout simplement réintroduire le problème et potentiellement, derrière, vu que c'est faut se le dire, quand on remange des glucides, ça peut être appétant, ça va recréer ces phénomènes de production d'insuline et de stockage, et par contre ça peut avoir un certain effet rebond et vous pousser à en manger encore plus. Okay, donc moi je vous conseille pas de faire ça. L'alimentation cétogène, c'est pas un truc express, c'est un mode de vie pour régler des problèmes que vous n'êtes pas arrivé à régler avant. Et en ce qui concerne les carences en vitamines, là, vous voyez, c'est pas étayé. On le dit, mais ce n'est pas étayé. Il n'y a pas de détails. Et il n'y a jamais de détails sur le pourquoi ça serait carencé. En fait, c'est absolument faux. Ce qu'il faut vous dire, c'est que la grande majorité des nutriments, ils vont venir de vos protéines. C'est là-dedans, et c'est ce que je disais en début de vidéo, la rentabilité énergétique et des nutriments, elle vient des protéines. C'est de là qu'on tire tous les nutriments essentiels à notre survie. Dans une viande, il n'existe pas, vous prenez un poulet, le poulet n'est pas constitué que de blanc de poulet. Il a un foie, un cœur, des cuisses, de la peau. Et en fait, ce qui aujourd'hui permet d'avoir l'ensemble des spectres des nutriments essentiels pour nous, c'est d'avoir les acides gras essentiels et les acides aminés essentiels. Pour ça, il faut, quand on tue un animal, il faut manger l'entièreté de ce qu'il contient. Donc ça veut dire, si vous mangez du bœuf, il ne faut pas manger que du steak maigre. Il va falloir manger la langue, la joue, le cœur, le foie, certains organes, les viandes à pot au feu, la queue de bœuf, c'est-à-dire vraiment manger du museau à la queue. C'est comme ça qu'on obtient le plus large spectre de nutriments. J'ai une vidéo qui explique justement cette variété alimentaire qui vient des protéines, où je vous ai fait un visuel avec justement les différents morceaux pour expliquer ce qu'ils contiennent, mais c'est le même principe avec les autres sources, c'est-à-dire qu'il faut qu'on varie, au sein même d'un animal, il faut qu'on varie les morceaux, et aussi il faut varier les sources, il faut apporter des poissons gras, il ne faut pas manger que du steak à 5%. Okay, donc c'est comme ça qu'on obtient une grande variété de nutriments, et ensuite les végétaux qu'on va apporter vont en contenir. Et pour ceux qui se disent oui mais la vitamine C, il y en a dans les fruits, bon, il faut savoir encore une fois qu'il y a plus de vitamines dans du persil que de vitamine C dans du persil que dans une orange. Pareil pour du brocoli, il y a plus de vitamine C dans le brocoli que dans l'orange. Et la dernière chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans une alimentation normale et que vous vous bourrez de glucides, l'absorption des glucides rentre en compétition avec la vitamine C via le récepteur GLUT1, ce qui fait que vous devez apporter plus de vitamine C. Donc nous, dans une alimentation cétogène, non seulement on n'est pas carencé en vitamine C, mais en plus, vous avez besoin d'en apporter moins. Donc cette carence supposée alimentaire,
oui, ça peut arriver que si vous ne le faites pas bien. Et que si vous faites un régime cétogène, mayonnaise, beurre de cacahuète, ça c'est sûr, ça va foirer. Et ainsi de suite, et les légumes qui ont un peu de sucre. Mais il faut surtout éviter de le faire de façon prolongée pendant des mois et des mois. Alors Netflix a sorti un film qui s'appelle The Magic Pill, pour documenter les personnes qui utilisent notamment ce régime. Alors ils disent que ça soigne l'asthme, l'autisme, le diabète, le cancer, enfin voilà. Donc, écoutez, bon, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu ? Je me permettrai pas The Magic Pill. J'irai regarder, mais en tout cas, je ne me permets pas de donner une opinion sur quelque chose que je ne connais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que la conséquence, vous avez cité l'asthme, le diabète, l'autisme, ainsi de suite. Moi, je pense que dès qu'on fait attention à soi, dès qu'on prend du temps pour soi, dès qu'on pense sa santé, eh ben ça va mieux. Et que au fond, régime cétogène, régime ceci, régime cela, à partir du moment où on a décidé de s'occuper de soi, où on a décidé d'être la personne la plus importante de sa vie, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir les aimer, il faut s'aimer d'abord. Et donc, il faut s'occuper de soi. Le régime cétogène est... Bon, je suis 100% d'accord avec cette conclusion que je trouve excellente. Effectivement, voilà, là, il a dit quelque chose de très important. L'important, c'est de vous remettre au centre et de prendre soin de vous et de prendre du temps pour vous. Et c'est l'objectif, si vous vous lancez sur une alimentation cétogène, c'est de prendre du temps pour vous, de prendre du temps de choisir vos aliments, de prendre du temps de choisir des aliments de qualité qui vont être bénéfiques pour votre santé, de prendre du temps pour apprendre à les cuisiner, même si en fait c'est plus que simple, puisque la bonne manière de le faire c'est avec des produits bruts, donc de peu cuisiner ces produits. Donc je suis vraiment, je suis plutôt content de cette conclusion à laquelle je ne m'attendais pas. Et c'est effectivement comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà, j'espère que cette longue vidéo réaction vous aura plu, qu'elle vous apportera des éclaircissements sur ce qu'est l'alimentation cétogène et sur comment vous devriez la mettre en place. Vous l'avez compris, si votre objectif aujourd'hui c'est de perdre du poids, d'améliorer votre santé, de faire une recomposition corporelle, d'avoir une énergie plus stable et surtout d'avoir tout ça de manière durable, la meilleure manière de le faire, en tout cas, et de le faire le plus vite possible sans y passer trop de temps, c'est de vous faire accompagner, d'être encadré. C'est possible de le faire seul, mais comme vous l'avez compris, ça prend du temps et on peut faire des erreurs. En étant accompagné, on s'évite toutes ces déconvenues et on s'assure de bien faire les choses. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, première chose, déjà, si vous êtes resté les 1h37, c'est que vous êtes un féru de ce que je fais. Donc déjà, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un petit like. Ça aidera au référencement de la vidéo. Normalement, c'est le truc qu'on dit en début, moi je le dis à la fin. La deuxième chose, c'est que si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, sur cette alimentation, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, je vous mets le lien en dessous. Et si vous me connaissez déjà et que vous avez envie que je vous accompagne, eh bien je vous invite à prendre un appel avec moi. Pareil, je vous mets le lien en dessous et on se prendra un temps ensemble pour voir quelle est la nature de votre projet, si moi je suis en capacité de vous aider, et puis si je suis en capacité de vous aider, eh bien je vous expliquerai comment. C'était Julien Castro, je vous dis à très vite.